Bonsoir à tous et bienvenue. Les 49 soldats ivoiriens qui avaient été arrêtés au Mali ont été décorés ce mardi par l'état-major de l'armée ivoirienne, un peu plus de 2 semaines après leur retour à Abidjan. Ils font partie des 852 militaires déployés dans le cadre de la MINUSMA. Ils ont été faits chevaliers de l'ordre national ivoirien. À la une également ce soir, le lancement de la Startup Boost Capital, une initiative de financement de start-up dotée d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA financée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse à travers l'agence Emploi Jeunes. Et puis dans ce journal, nous irons dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, la deuxième commune la plus peuplée du pays, qui refait sa mue au niveau des infrastructures. Gros plan donc sur l'ouvrage d'art du carrefour de Makassi et le rond-point de la mairie d'Abobo qui sont en plein chantier. Je vous l'annonçais à l'instant, les 49 soldats ivoiriens qui avaient été arrêtés au Mali puis libérés il y a un peu plus de 2 semaines ont été décorés aujourd'hui par le chef d'état-major de l'armée ivoirienne. En tout, ce sont 852 militaires déployés dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, qui ont été faits chevaliers de l'ordre national ivoirien lors d'une cérémonie particulière et chargée de symboles, selon les mots du chef d'état-major Lassina Doumbia, les précisions de Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedou. Place d'armes de l'état-major général des armées. Sur les rangs, des casques bleus de retour de mission de Tombouctou, Mopti et Bamako. Parmi eux, les 49 du contingent d'appui de la 8e rotation, DNSE. Rentrés au pays après avoir été interpellés à leur arrivée à l'aéroport de Bamako, jugés et graciés, ils sont élevés à des échelons supérieurs dans divers ordres, dont celui de chevalier de l'ordre national. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Bien avant, aux côtés de ces hommes, en cette rencontre de reconnaissance de leur mérite et leur engagement au service de la paix et de la stabilisation du Mali au sein de la MINUSMA, le chef d'état-major des armées revenait sur le sens de l'activité du jour. Vous avez été tous officiers, sous-officiers et militaires du rang du 1er bataillon pilote projetable, de la 4e compagnie de protection, de la 8e NSE, ou en qualité d'officier opérant dans les différents états-majors, des militaires professionnels et de véritables ambassadeurs de la Côte d'Ivoire tout au long de votre présence sur le territoire malien. Vos mérites ont maintes fois été reconnus, tout comme votre engagement sans faille et vos actions pour la paix ont été saluées par les plus hautes instances des Nations Unies. Je sais les difficultés qui ont été les vôtres durant le temps passé sur le théâtre des opérations maliennes. Ces difficultés n'ont jamais entamé votre détermination à faire face à l'adversité et aider ce pays voisin à renouer avec la paix et la stabilité. Se réjouissant de cet hommage non à titre posthume, les lauréats du jour s'engagent à continuer de servir la patrie avec honneur, discipline et loyauté. C'est une première dans l'histoire de notre armée que plus de 800 de ses personnels sont déployés dans le cadre d'une mission multidimensionnelle intégrée de soutien à la paix. Ce séjour aura connu bien de péripéties, tant dans la durée que dans le déroulement. Nous voyons en ces décorations que nous recevons le témoignage de la reconnaissance de la nation à ses soldats et les percevons désormais comme une exigence d'excellence. Nous voulons pour finir réitérer notre engagement à continuer de servir d'exemple et surtout à continuer de travailler dans la cohésion et la discipline pour les défis futurs. Au nombre de 850 de retour à ce jour, les casques bleus à l'honneur ont servi dans les postes avancés de Tombouctou et Mopti, ainsi que l'effectif d'appui basé à Bamako. Ce matin à Cocody s'est tenu le lancement de Startup Boost Capital. C'est une initiative de financement de start-up dotée d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA financée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse à travers l'agence Emploi Jeunes. Le projet, porté par un groupement technique d'entreprises technologiques, vise à répondre à la problématique du financement des projets innovants et surtout de ceux du domaine de la technologie. Nadia Edja, Bobby Filémon.
environ 80% des start-upers n'ont pas d'accès au financement, et encore plus lorsqu'ils sont dans le domaine de l'innovation, une tendance qui veut inverser l'initiative de financement de projets Startups Boost Capital, formalisée par une signature de convention tripartite entre l'agence Emploi Jeunes, le groupement d'entreprises technologiques CI20 et Finel, institution de microfinance. Des guichets seront mis à disposition des différentes startups qui, au sein de leurs différentes fêtières, pourront présenter leur dossier dépendamment de la maturité du projet et pourront être accompagnés justement après l'analyse de leur dossier vers notre guichet qui se chargera justement de finaliser l'analyse financière et valider le projet ou lui donner un avis différent pour soit l'amélioration ou un décaissement direct des fonds. Doté d'une enveloppe globale d'1 milliard de francs CFA, mis à disposition par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, ce financement de start-up s'inscrit dans la ligne droite des priorités 2023 du gouvernement. Les start-up sont à l'honneur puisque cela a commencé d'abord par la loi qui a été prise par le gouvernement, par le président de la République au dernier conseil des ministres. C'est votre année, prenez des initiatives, le gouvernement sera juste là pour vous accompagner. Il faut aller très vite pour que les projets soient reçus et que les premiers financements se mettent en place. Et je vous exhorte aussi à ne pas hésiter à communiquer sur toutes ces initiatives qui seront financées. Les prêts octroyés aux bénéficiaires sont de 1 à 50 millions de francs CFA, remboursables sur une période de 12 à 60 mois, avec un taux de 8% par an. Au nombre des critères à prendre en compte pour soumettre son dossier de candidature, il faut être âgé de 18 à 40 ans, être porteur de projets innovants ou être une start-up dans la technologie avec des fondateurs de nationalité ivoirienne. Nous prenons la direction de la capitale de la région du Gor, dans le centre-ouest du pays. À Gagnoa, de plus en plus de transporteurs préfèrent l'utilisation du gaz butane au carburant, un phénomène devenu courant dans bien de villes de l'intérieur du pays. Malgré la loi de répression, cette pratique semble gagner du terrain et désormais banale. Pour la plupart des chauffeurs, la raison reste la même, faire des économies, comme nous le montrent Nadia Eidja et Joseph Zécré. Fin de semaine dernière à Gagnoa, un véhicule prend feu. Selon les informations, il s'agit d'un taxi communal roulant au gaz butane, un hydrocarbure qui remplace de plus en plus le carburant dans les réservoirs des véhicules de transport en commun. Ce besoin de rouler au gaz est venu, on peut dire, ça vaut maintenant 5 ans. C'est-à-dire les passagers, eux-mêmes, ils savent que tout le monde roule en gaz. Parce que si au moins 1000 taxis qu'il y a dans la commune, on n'a qu'au moins, on n'a même pas 2 taxis en essence. Tout le monde roule en gaz. Pour leur défense, ces conducteurs avancent l'argument de la volatilité du prix du carburant. On préfère le gaz que le carburant. Le carburant est cher. Si la quasi-totalité des chauffeurs de transport en commun utilisent le gaz pour diverses raisons, certains préfèrent se limiter au carburant, comme prescrit par l'État. Moi, comme ça, je suis de Divo. On fait la ligne avec Gagnoa. Mais par jour, si c'est Divo-Lakota, moi, je prends carburant. Avant, je prenais carburant 8 000 francs. Moi, aujourd'hui, ça me revient à 10 000 francs. Bon, mais ceux qui travaillent avec gaz, moi, je sais que non, ce n'est pas autorisé par la loi. Donc, ce n'est pas encore officialisé. Donc, moi, je ne peux pas. Moi, personnellement, je travaille avec gasoil. Mais le gaz, moi, je n'aime pas parce que c'est dangereux. Moi, je voulais que le gouvernement n'ait encore diminué le carburant un peu. Au niveau des passagers, c'est le cœur serré et sans autre alternative que l'on se retrouve dans ces véhicules. Moi, ça ne me plaît pas. Mais nous sommes obligés. Mais je ne veux pas savoir c'est quel taxi qui prend gaz, quel taxi qui ne prend pas de gaz. Non? Puis on dit gaz, ça ne tarde pas à prendre du feu. Et puis il y a des taximètres aussi qui fument étant dans le véhicule. Donc, pour notre protection, là, donc, moi en tout cas, ne me plaît pas. Un risque réel que les chauffeurs disent prévenir en prenant des précautions. Le gaz, même dans le milieu de transport, même, est dangereux. Mais il y a des précautions. Il y a des techniciens qui nous aident, c'est-à-dire font le branchement très bien. Et c'est rare que nous apprenons quand même qu'il y a une voiture qui a brûlé ou bien il y a eu des dégâts. La législation en Côte d'Ivoire est pourtant claire à ce sujet. L'utilisation du gaz butane dans le transport est passible d'amende allant de 100 à 500 000 francs CFA et d'1 mois à 1 an d'emprisonnement. De retour à Abidjan, on s'intéresse à Bobo, qui fait peau neuve. La deuxième commune la plus peuplée du pays refait sa mue
Au niveau des infrastructures, gros plan ce soir sur l'ouvrage d'art au carrefour de Makassi et le rond-point de la mairie d'Abobo qui sont en plein chantier. L'une de nos équipes vous plonge au cœur des travaux. Salif Yelekwe, Chèque Bleu. Axe, Abobo à Djamé. Il est 16h. Un gros embouteillage comme à l'accoutumée. Une situation difficile avec les travaux en cours qui irritent des usagers. Bon, actuellement, c'est pas facile. Hein. Le matin, pour venir, tu es obligé de sortir à 5h ou bien à 4h. Et là, en ce moment, on va à la maison, mais tu vois qu'il y a un embouteillage, ça nous fatigue. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez? Bon, il n'a qu'à essayer de faire le chantier vite, pour qu'il y en a qu'à avoir la serre rapidement. Quoi. Je viens de quitter vers Moussoukro. Je pense qu'avant, au bout de 10 minutes, 15 minutes ici, derrière Bobo. Mais à les deux carrefours là, vraiment, c'est pas facile. Voilà, vraiment, on peut dire que ça puisse finir vite. Au cœur de ces ralentissements, des travaux de construction d'un échangeur. Il s'agit d'un ouvrage d'art à table mixte de 45 mètres de longueur, un ouvrage censé faciliter à terme la circulation. Alors nous sommes ici au carrefour Makassi. Voilà. Donc c'est à cause de ce carrefour-là même qu'on fait ce projet-là pour gérer un peu la fluidité du trafic ici pendant les heures de pointe. Il y a eu de construire ici un ouvrage à tablier métallique. Donc comme vous pouvez le constater, les appuis sont en béton armé. Donc sur les appuis, vous aurez des poutres métalliques qui seront surmontées d'une dalle en béton armé. Donc dans le sens d'Adjamé à Abobo, les usagers de la route vont enjamber ce carrefour-là. Donc dans les deux sens de circulation. Donc deux voies à gauche, deux voies à droite. Et en bas, il y aura de part et d'autre de l'ouvrage, il y a des voies latérales. Donc deux voies de part et d'autre. Donc tous les usagers en provenance d'Adjamé qui vont à William Civil, ils remontent. Ceux venant de William Civil qui veulent retourner à Adjamé, ils font le rond-point, le giratoire et ils continuent. Les travaux ont démarré en mai 2022 pour un délai d'exécution de 15 mois. Donc ils sont censés se terminer en août 2023. À Bobo, le rond-point en face de la mairie fait également l'objet de travaux. Ici également, la patience est de mise pour tous les usagers. À en croire le chef de projet, ce sont quelques 500 personnes qui sont mobilisées de jour comme de nuit pour terminer les travaux afin de redonner le sourire aux usagers de cette voie express. Nous avons l'ouvrage principal. À côté de l'ouvrage principal, on a aménagé plus de 15 km de voirie pour faciliter la circulation dans la zone. Nous avons un tunnel. On a une partie couverte et une partie ouverte. La partie couverte est sur 200 mètres. C'est ce qu'on appelle communément le tunnel. Il est sur 200 mètres. On a des rampes d'accès de part et d'autre, de 180 mètres linéaires, de part et d'autre, ce qui fait 560 mètres linéaires, soit 0,56 km. Donc ça, c'est la longueur de l'ouvrage. Au-dessus de la partie couverte, c'est-à-dire au-dessus du tunnel, on va avoir une place d'allée de plus de 12 000 mètres carrés, donc qui va servir de pavillon événementiel. Tous les deux responsables en appellent au civisme et à la patience sur les voies. Ces travaux sont régulièrement visités par le ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier. En 2023, ce département ministériel compte poursuivre les travaux de bitumage d'environ 1914 km de routes neuves, le renforcement de 969 km de routes revêtues existantes et le traitement d'environ 18 000 km de routes en terre réparties sur l'ensemble du territoire national. Il est en poste en Côte d'Ivoire depuis octobre 2019. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Richard Keith-Bell, a fait ses adieux ce mardi au vice-président de la République à l'approche de sa fin de mission. Le diplomate américain a évoqué les grands faits marquants de sa mission en terre ivoirienne et dit sa foi en une Côte d'Ivoire résiliente. Pierre Dipomelin, Tanguy Conan. Richard Keith-Bell, reçu par le vice-président Thiemoko Meilier-Koné. Le diplomate américain, qui a passé plus de 3 ans en Côte d'Ivoire, est venu faire ses adieux au moment où il s'apprête à quitter définitivement le pays. Richard Keith-Bell garde de bons souvenirs. Il est revenu sur les faits qui ont marqué son séjour en Côte d'Ivoire. Je constate qu'en 2023, la Côte d'Ivoire se porte mieux que quand je suis arrivé en 2019, et ce malgré de multiples coups durs que ce pays a subis, des coups durs inattendus, la pandémie, la perte du Premier ministre, tentative de provoquer un coup d'État, la perte d'un deuxième Premier ministre et toutes les retombées
de l'agression russe contre l'Ukraine avec l'inflation et puis la hausse des taux d'intérêt. Pour l'ambassadeur américain, la Côte d'Ivoire tient un leadership au niveau diplomatique depuis la résolution de l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali pendant 6 mois. Ce qui me donne le plus d'optimisme pour votre pays qui m'est cher, c'est que toute la population de ce pays a dernièrement fait preuve d'adhésion aux valeurs qui sont les valeurs réelles de la Côte d'Ivoire, les valeurs de vivre ensemble dans la paix, dans la manière dont votre pays a géré la détention injuste de vos soldats au Mali. Et je suis convaincu que la réussite de cette approche d'une très grande maturité, d'une très grande sagesse, rend votre pays encore plus fort et plus uni. L'ambassadeur Richard Bell est un diplomate de carrière du département d'État, avec une expérience en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Il a récemment occupé le poste de chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à N'Djamena, au Tchad. Aujourd'hui, 24 janvier, est célébrée la Journée internationale de l'éducation à l'initiative de l'ONU. Les responsables du système éducatif ivoirien en profitent pour faire le point. Aussi, les parents d'élèves évoquent leurs attentes dans ce sujet de Salifia Lekwe et Joseph Zécré. Ce mardi 24 janvier 2023 marque la 5e Journée internationale de l'éducation. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée vise à montrer l'importance de l'éducation comme facteur de paix et de développement. Les attentes des parents sont multiples. Il faut recruter beaucoup d'enseignants, parce que quand on parle de l'éducation, il ne faut pas rester ici seulement à Abidjan. Il faut penser dans les zones rurales. Je souhaiterais que l'État vraiment continue de construire les établissements, voilà, pour que vraiment tout le monde puisse bénéficier de l'éducation. Je souhaite que l'État peut-être fait des patrouilles. Ils ont peut-être une police qui fait des patrouilles, peut-être dans des établissements ou bien aux alentours des établissements par moment. Voilà. Et que je pense que si cela se fait, peut-être que les enfants pourront peut-être mieux se comporter. Dans chaque établissement, si on pouvait mettre des personnes spécialement qui seront là pour les élèves qui perturbent un peu les cours. Et puis aussi qu'ils attirent l'attention si certains professeurs, parce qu'il y a des professeurs qui foutent vraiment la merde, qui pourrissent la vie des gens, que ces agences aussi veillent sur la manière dont les élèves, les profs s'occupent des élèves, que ce soit instituteurs ou bien profs, tout ça, qui regardent. Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité. Une occasion pour la première responsable du système éducatif ivoirien de faire un point. La Côte d'Ivoire investit une grande partie de son budget national dans l'éducation des filles et de ses fils à travers l'équipement des écoles et établissements en table-banc, la construction de nouvelles écoles, l'attention particulière dont bénéficient les groupes vulnérables et défavorisés, la promotion de l'éducation inclusive, la mise en œuvre d'un programme de construction d'établissements d'enseignement secondaire d'excellence destinés aux jeunes filles, la promotion de l'alphabétisation des jeunes et des adultes pour améliorer les niveaux d'alphabétisme, de numératie et de compétences de vie d'une bonne frange de la population. Selon l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, quelques 244 millions d'enfants et de jeunes ne vont toujours pas à l'école et 771 millions d'adultes ne maîtrisent pas les compétences de base en alphabétisation. Ceci constitue, selon l'institution onusienne, une atteinte à leur droit à l'éducation qui est inacceptable. À l'étranger, direction la Guinée où le procès du 28 septembre se poursuit à Conakry. L'ancien chef de la junte au pouvoir, Moussa Dadis Camara, qui est à la barre depuis maintenant plusieurs semaines, nie toute responsabilité dans les meurtres, actes de torture, viol et enlèvement commis par les forces de sécurité au stade lors du rassemblement de l'opposition contre son éventuelle candidature aux élections présidentielles. Acculé par les avocats, Dadis Camara criait un complot ourdi qui avait pour but de l'écarter du pouvoir. L'éclairage de Pierre Dippomelin. Lors de sa première audition par le tribunal en décembre, il avait déjà crié au complot et incriminé son ancien aide de camp dans le massacre. Il a réitéré cette thèse à la barre ce mardi. Pour lui,
c'est un complot ourdi à l'échelle internationale pour l'écarter du pouvoir. Après avoir pris une balle à la tête en 2009, balle tirée par son aide de camp d'alors, Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba, Moussa Dadis Camara dit avoir signé un accord de dupe lors de sa convalescence au Burkina Faso avec son intérimaire Sekouba Konaté. Ce dernier devait lui remettre le pouvoir après sa convalescence selon les termes de l'accord supervisé par l'ancien président Blaise Compaoré, président de la CEDEAO à l'époque et médiateur dans la crise guinéenne. C'était un complot national et international contre moi qui permettait à Sekouba Konaté de donner le pouvoir à son mentor Alpha Condé. C'était pour me maintenir en dehors du pays aussi longtemps que le président élu devait rester au pouvoir avec ce complot savamment orchestré par Alpha Condé et exécuté par Sekouba Konaté et Toumba Diakité. A insisté M. Camara. Ce massacre du 28 septembre avait fait au moins 156 morts et des centaines de blessés. Au moins 109 femmes violées, selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par l'ONU. C'est ici que prend fin ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi.